on avait peut-être un avant-goût des finales NBA hier soir, Shai, un duel entre le Thunder et les Celtics qui a tourné à l'avantage d'Oklahoma City pour la deuxième fois cette saison. D'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'OKC bat Boston. Cette fois-ci, c'était justement dans le Massachusetts. Difficile à dire Massachusetts. Pas facile, bien joué, bien joué. Notamment le matin. Essayez, faites un test, Shai. Essaie de l'écrire aussi. Non, l'écrire, ça, je sais, moi. Mais du coup, victoire du Thunder 118-112. Est-ce qu'on peut encore dire, Shai, que c'est un pas en plus de Shai Gilgeous-Alexander vers le MVP? Je plaisante, mais 34 points, 5 rebonds, 7 passes pour la superstar du Thunder, 23 points, 15 rebonds pour Chet Holmgren et une très belle victoire pour OKC. Ce serait presque moins déconnant de dire que c'est significatif dans la course au MVP, parce que c'est une deuxième victoire, une deuxième fois où il est très bon, où c'est le meilleur joueur sur le terrain contre le favori pour le titre et la meilleure équipe théorique de l'Est, hein, pas au classement. Donc oui, en soi, le fait qu'il continue d'être très fort contre ces équipes-là, c'est un signe. Ouais, j'ai trouvé à nouveau OKC très très convaincant, le quatrième quart-temps à nouveau de très haut niveau, contre des Celtics qui, à mon avis, se fourvoient un peu quand ils insistent autant à 3 points. Ils ont battu un record, hein, Antoine, de tirs tentés à 3 points. Si je dis pas de 63. bêtises, c'était 63 tirs. 63. C'est quand même beaucoup et je sais que tu dis souvent que les équipes doivent pas être autant dépendantes du tir à 3 points parce qu'en playoff, tu peux pas faire 4, 5, 6 matchs en étant uniquement... je dis pas que Boston n'a que le tir à 3 points, mais en insistant trop, si tu passes à côté, au niveau de l'adresse, ça se paye vite très très cher. J'ai trouvé OKC très bien, en plus compte tenu du fait qu'il n'y avait pas Jalen Williams. L'équipe a vraiment hyper bien abordé ce match-là, qui était en plus à l'extérieur. Et ouais, voilà, Shai, je reviens sur Shai, que je trouve... je crois que, je sais plus qui disait, je crois que c'est peut-être Mazzula après, mais qui a répété qu'il voyait personne capable vraiment de défendre sur lui en fait. Est-ce que tu peux vraiment faire un plan particulier? Il est de la caste des joueurs qui sont, tu sais qu'ils vont mettre leurs points, tu sais qu'il va mettre 30 points peut-être dans un mauvais soir, vraiment s'il est pas bien, il sera à 25. Mais je pense qu'il faut plus essayer de limiter les autres parce qu'il est trop confiant, trop sûr de lui. La facilité avec laquelle il trouve les positions, c'est fluide. Bref, on a déjà dit 1 million de fois qu'il faisait une saison exceptionnelle et que c'était un joueur incroyable. Mais là, dans ces oppositions-là, bah, ça me rassure, alors que je change parfois d'avis sur la capacité du Thunder à être au rendez-vous dans les gros matchs en playoff, dans les grosses séries. C'est plutôt de nature à me rassurer, notamment le match aussi d'Holmgren que j'ai trouvé très bien. C'est une victoire convaincante pour OKC et deux fois comme battre Boston 2 fois, c'est pas anodin si t'arrives à les retrouver en finale après. C'est marrant, je sais pas si j'aurais envie de limiter les autres ou si j'aurais envie de faire juste un mur dans la raquette. Build a fucking wall. Pousser complètement chez Gilgeous-Alexander en dehors de ses zones préférentielles dans la mesure du possible. Et provoquer les autres joueurs adverses en disant bah vas-y, mettez des 3 points. Vous allez être ouvert. Chet, tu vas être ouvert. Combien de 3 points tu vas mettre? Lugu Hensdorf, tu vas être ouvert, sachant que c'est des bons shooters. C'est peut-être pas un pari gagnant, hein, ce que je suis en train de présenter, mais c'est ce que je tenterais. C'est plus ou moins ce qu'ont tenté certaines équipes contre le Thunder en playoff. À voir si ça passe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que OKC est impressionnant. En parlant de Chet, il a été très bon. Je disais 23 points, 15 rebonds. La paire Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein, qui est d'ailleurs sorti du banc, hein, ils ne l'ont pas mis titulaire d'entrée contre Boston. Je pense qu'ils ont senti que c'était trop compliqué de jouer avec les deux intérieurs d'entrée. Mais la paire des deux intérieurs ensemble a bien marché, notamment quand Shai Gilgeous-Alexander était sur le banc. OKC s'est tourné sur ces deux intérieurs en même temps dans ces moments-là. Quant aux 3 points des Celtics, je sais pas s'il y a une équipe que je suis prêt à voir prendre plein de 3 points, c'est peut-être eux en fait. Parce que tu vois, ils perdent de 6 points, ils en ont pris 63. Tu peux penser que sur les 43 ratés, dans un soir, ne serait-ce qu'un poil meilleur, ils en mettent 4 de plus en fait. Ça peut aussi se justifier quelque part par... Et ça serait même pas un grand soir d'adresse, attends, s'ils en mettent juste 4 de plus. C'est même pas un grand soir d'adresse de la part des Celtics. Sachant qu'il y a énormément de bons shooters dans cette équipe. Jrue Holiday, je l'ai dit, son adresse à 3 points, elle est problématique depuis cette saison. C'est un vrai point noir. Surtout sur la deuxième moitié de saison. Il est à 1 sur 7. Jaylen Brown, il a fait 0 sur 5. Tu peux légitimement penser que ces gars-là, ils sont à 1 sur 12. Tu peux penser qu'un 4 sur 12, donc 3 de plus, juste 3 de plus, hein, c'est tout à fait possible. Et 3 de plus, les Celtics, ils gagnent ce match si on reste juste sur les points. Après, peut-être que le déroulé est autrement, mais tu vois ce que je veux dire?
Donc, s'il y a une équipe, et je pense que Joe Mazzulla sera d'accord, il dira non, ça c'est le plan en fait. C'est le plan parce que sur une série de 7 matchs, il y aura 4 matchs où on va mettre les 25 ou 26 nécessaires pour gagner en fait. Il faut aussi se dire qu'il n'y avait pas Porzingis, que ça peut se justifier. Quand il est là, ils ont peut-être un peu moins besoin de tirer autant. Là, la présence à l'intérieur, elle est un peu moindre, donc ça peut se comprendre. J'espère qu'il sera là pour eux pendant les playoffs. Ça les rend moins prévisibles, ça leur offre d'autres options, la présence de Porzingis. Et pour aller dans ton sens sur ce match-là, Jaylen Brown et Pritchard, par exemple, qui sont les 3/4 du temps irréprochables, extrêmement productifs, sont passés à côté aussi. Ça peut être un match sans tout simplement de leur part, hein, mais faut quand même pas, faut pas enlever du crédit au Thunder, qui a fait un vrai gros match et qui continue cette saison magnifique qu'ils sont en train de faire. Et à nouveau, je leur dis, ça me rassure sur leur capacité à avancer assez loin en playoff et à pas se faire surprendre. Voilà, je l'espère pour eux. 33 points, 8 rebonds, 8 passes aussi de Tatum, je tiens à le souligner. J'ai vu qu'il y avait Colin Cowherd qui dit que Tatum devrait être surnommé du password. Pourquoi ? Parce qu'il est souvent oublié. C'est vrai que Tatum est souvent oublié injustement, je pense, d'ailleurs, au passage. Jason Tatum est quand même vraiment, vraiment un sacré joueur de basket. C'est trop souvent oublié, je pense. Allez, on peut enchaîner avec les autres matchs de la nuit. Je te propose qu'on passe à celui qui s'est libéré, on va dire, je sais pas comment dire, le suspense jusqu'à la toute dernière seconde, même un peu plus vu que c'était les dernières secondes de prolongation, et c'est la victoire des Knicks contre les Trail Blazers 114-113 avec un panier au buzzer de Mikal Bridges. Ce que je trouve marrant, Shai, c'est qu'avant ce match, Bridges, il a quand même demandé à Tom Thibodeau de calmer un peu le temps de jeu des titulaires. Tu vois, il a dû sentir qu'à un moment, ça va 5 minutes. Il n'y a pas un titulaire qui a joué moins de 38 minutes cette nuit. Alors bon, il y a eu une prolongation, mais et Bridges, il en a joué 41. Mais heureusement, parce que finalement, il met 33 points et le panier pour la gagne. Et une nouvelle victoire, du coup, de New York à l'extérieur, à l'Est, sans Jalen Brunson. Il a pas peur, Bridges, de faire ça avec Thibodeau. Thibodeau, il serait capable, juste pour l'emmerder, de lui casser sa série de matchs, consécutifs, juste parce qu'il lui a parlé. Non, je savais pas qu'il lui avait demandé de réduire le temps de jeu des titulaires, tu vois. Bon, les faits. Je pense que Thibodeau, il aime trop ses titulaires pour faire un truc comme ça. C'est limite, il va te faire jouer. Ouais, tu jouais 40, allez, tu vas jouer 38. Petite amélioration, c'est vrai, attention. Les Knicks ont eu chaud. Les Knicks étaient encore menés à la fin. Je pense que les Blazers pensaient avoir pris le match avec Avdia qui met un panier à 3 points aussi juste avant le game winner de Mikal Bridges. Et pour revenir un peu plus tôt dans le match, on parle pas si souvent que ça de lui parce qu'il est un peu arrangé dans la case des... Alors pas des déceptions, mais des incertitudes encore à ce stade. Mais Scoot Henderson a été très bon. C'est lui qui enchaîne les paniers dans le 4e quart-temps et en fin de match, et c'est lui qui les emmène en prolongation. C'est le genre de match aussi qui est assez rassurant pour lui, je trouve, et pour le potentiel qu'on lui prête, quoi. Je l'ai trouvé vraiment bien. Et avec un money time bien furieux. Les Knicks quand même gagnent à la fin. Mikal Bridges clutch, ce qui va lui faire du bien aussi, parce que depuis qu'il est là, sa place, elle est pas toujours simple à trouver, je trouve. Il y a eu... on sait que c'est un mec qui est capable de mettre 33 points comme cette nuit. On sait qu'il est capable de mettre des paniers importants. Mais dans une équipe où il y a et Brunson et Kat, bon là il n'y a pas Brunson, mais c'est Anunoby qui peut aussi mettre beaucoup de points. C'est pas si simple de trouver sa place, et ce genre de match va, je pense, lui faire du bien. Et ouais, Scoot Anderson, 30 points, effectivement. 30 points de Scoot Anderson, 27 points, 15 rebonds, 5 passes de Deni Avdija. Le problème des Blazers, c'est que leurs jeunes, ils sont jamais bons tous en même temps, quoi. Ils sont tous un peu irréguliers. Ils ont tous des perfs intéressantes. Après, ça reste une équipe qui, mine de rien, fait une saison correcte. On voit une évolution, on voit des progrès. C'est déjà une bonne chose. Moi, j'aime bien. Hein. Je m'y attendais pas spécialement, mais par rapport à là où je m'attendais, à ce à quoi je m'attendais, au début, et ce qu'on avait vu les dernières saisons, je trouve que c'est plutôt quand même, c'est plutôt intéressant. Je sais pas si tu as les stats de Deni Avdija sous les yeux, juste que 27-15-5, oui. Mais sur la saison, t'as pas ses moyennes, parce que sur la saison. Alors, je vais te les donner sur la saison. Parce que je regarde pas souvent les moyennes, mais chaque fois que je vois les Blazers, c'est quand même 15-16 points, je dirais. Je vais te dire ça. Je dirais 15-16 points et 6-7 rebonds. Alors, 15 points, 46% au tir. J'étais dedans. 15 points et 6,7 rebonds. 3,6 passes. Bon, c'est pas mal. Et le tir externe
34% à 3 points. Ouais, bon, on peut mieux faire. Bref. Quasiment 35. Bon, les gens savent que je l'aime beaucoup et je pense qu'il a. Il fait une saison plus que correcte. Ouais, je pense vraiment, c'est le genre de joueur qui. Je sais pas s'il sera dans les plans de Portland, mais je l'ai toujours imaginé dans une équipe très compétitive en 3e, 4e lame. Je pense qu'il a vraiment. Il a vraiment les moyens de le faire. Est-ce que ce sera possible? Je suis pas sûr. J'étais un peu déçu qu'il atterrisse à Portland et pas ailleurs, mais bon, il fait une belle saison avec Portland et les Blazers sont une saison lame, intéressante. Je pense pas. 3e lame dans la NBA. Ouais, ou alors juste role player d'une très très grosse équipe. Alors voilà. Ça, je suis d'accord. Ouais, je pense qu'il y a le niveau, il y a le talent pour être un très bon joueur de complément dans la plupart des candidats au titre. Pardon. Et du coup, j'enchaîne avec Minnesota qui a battu Denver. Sacrée forme des Timberwolves, la 6e victoire de suite. Eux, ils ont décidé, non, mais attends, nous aussi, on vise la 6e place. Très solide, Minnesota qui continue de talonner Golden State. Donc, 6 victoires de suite. Celle-là, elle est impressionnante. En tout cas, ouais, convaincante, on va dire, d'aller gagner comme ça à Denver de 20 points, 115-95, 29 points d'Anthony Edwards, 25 points de Julius Randle, 11 points d'Irovon pour Rudy Gobert. Et ouais, les Timberwolves sont en train de trouver leur groove, quoi. C'est vraiment le meilleur moment pour monter en puissance. Petite vibe de la défense étouffante qui nous sortait en playoff l'année dernière là, parce qu'ils les ont limités à quoi, 84, c'est ça? 95 points. 95, pardon. Ils sont sur une super forme. Les Nuggets ont rendu les armes un peu vite. Hein. Ils ont foutu tout le monde sur le banc en milieu de 4e quart-temps. Mais c'est sans faire trop de bruit. C'est toujours ça que j'aime bien. C'est des équipes qu'on comptait plus du tout sur eux, les Wolves, hein, mais on n'en parlait plus trop, on se disait bon, ils vont pas refaire comme l'année dernière, puis là c'est un peu poussif, ils ont des difficultés. Mais là, sans faire trop de bruit, ils remontent, ils sont bien, ils sont intéressants. Ouais, non, clairement, ouais, c'est une équipe, la deuxième moitié de saison là, et depuis le retour, je crois qu'ils n'ont pas perdu depuis le retour de Randle. Je crois qu'ils sont à 11, du coup, sur ses 11 derniers matchs qu'il a joué, c'est 11 victoires, quelque chose comme ça. Donc fort de la part de Julius. Alors, qu'est-ce que je voulais signaler? Oui, je voulais signaler les 34 points et 8 rebonds de Nikola Jokic. Il y a eu beaucoup de maladresse à 3 points de la part des Nuggets. Personne n'a mis dedans, ça n'aide pas. Les Spurs ont battu les Mavericks 126-116 avec le premier vrai bon match de De'Aaron Fox, 32 points, 9 rebonds, 11 passes. Voilà, il a porté l'équipe contre Dallas. Tu me dis si tu as quelque chose à dire sur l'un de ces matchs. Contre le cadavre des Mavs. Mais Fox, en fait, c'est pas que c'est son seul bon match. C'est le vrai bon match jusqu'à présent, je trouve. C'est le plus prolifique. Il y a deux trois matchs où je l'ai trouvé pas mal. C'est pas le Fox All-Star hyper chaud qui portait les Kings, mais en tout cas, t'as raison, c'est au moins son plus prolifique parce qu'il fait aussi 11 passes, il prend 9 rebonds. Il est important dans le match. Et moi, je dis le cadavre des Mavs, je veux pas m'acharner sur eux. Ils ont été très très vaillants, même sur le dernier match où ils ont battu les Spurs. La dernière fois, c'est impressionnant qu'ils aient réussi à faire ça, même si c'est deux équipes qui veulent pas, qui sont pas qui ont pas une pression gigantesque de gagner des matchs jusqu'à la fin de la saison en théorie. Maintenant, les Spurs avaient pu gagner depuis 3 matchs non plus. Hein. Je crois qu'ils restaient sur une série de défaites. Et voilà, Fox, c'est bien ça. C'est aussi à ça que doit servir la fin de saison pour les Spurs, c'est que De'Aaron Fox prenne ses aises en plus de verrouiller le titre de rookie de l'année de Stephen Castle. Memphis a battu Utah 122-115 avec 28 points de Ja Morant. Memphis qui continue, 30 points aussi de Luke Kennard. Memphis qui continue à se maintenir à l'ouest, on le répète, malgré l'absence de Jaren Jackson Jr. Et Memphis qui a même repris, attention, la 2e place de la conférence ouest. Ils sont tenaces, hein, les Grizzlies, franchement. Il y a quelques jours, il y a quelques jours, je disais, j'ai peur que ça s'effondre, que ce soit réglé entre Denver et les Lakers, et que les deux équipes que j'aimais bien en début de saison, Memphis et Houston, se cassent la tronche. Les deux ont réussi plutôt à revenir très bien après des moments compliqués. Et bon, là, ils ont quand même eu chaud aussi. Hein. Ils sont un petit peu chauds. Ils étaient menés à un peu plus d'une minute de la fin. Ils étaient menés. Il a fallu 2 paniers à 3 points. Luke Kennard et Ja Morant qui ont été les 2 meilleurs marqueurs. Kennard, 30 points. Lui, c'est un joueur, on ne parle jamais de lui. Il a jamais réussi à être le shooter élite dont on parle. Les stats en carrière sont bonnes. Hein, le pourcentage est très bon. Mais il lui manque toujours un petit truc. C'est peut-être la bonne année, la bonne équipe pour y arriver pour lui.
Houston a battu Phoenix 111-104. Houston qui se rapproche du même coup de la deuxième place, même si les Rockets sont toujours cinquième. 29 points de Jalen Green. Ce qui est le plus marquant dans ce match, presque, c'est la bagarre, le début de bagarre entre Mason Plumlee et Steven Adams, avec Plumlee qui a plaqué Adams au sol. Adams qui en rigolait après. Je pense qu'il s'est dit je vais le manger. Mais le manger littéralement, pas dans l'expression figurée. Genre, il va vraiment le manger. Avec je sais pas, avec de la sauce barbecue ou un truc, mais ouais, Steven Adams qui en rigolait. Les deux joueurs ont été éjectés, mais défaite des Suns. Et les Suns qui arrivent toujours pas à se rapprocher des Mavs, en fait. Tu vois, la 10e place, du play-in. Il y a 2 victoires et demie de retard, non? Ça, en gros, 2,5 avec le tiebreaker. C'est même peut-être 3,5. 2,5, t'as raison, 2,5. Bon, Adam Plumlee, c'était un gros câlin, en gros. Hein. Ouais, c'était de la lutte. C'était un peu de lutte. Et ouais, à la place de Plumlee, je serais pas trop allé, quoi. Mais ils ont été séparés rapidement. Ils ont pas eu le temps, en fait, ça a pas eu le temps d'escalader, comme on dit. Ouais, Adam, c'est peut-être. On fera que tu refasses un jour le classement des mecs avec lesquels il faut le moins se tenter de se battre. T'avais fait un petit article il y a quelques années avec des notes sur les mecs contre lesquels il faut vraiment pas se battre en NBA. Je pense qu'Adams, surtout le calme, les mecs qui sourient comme ça quand ils commencent à être provoqués et qui se disent ça va démarrer, on va pouvoir commencer, c'est jamais bon. Ces mecs, il faut fuir, quel autre match, pardon. Les Clippers ont battu le Heat 119-104. Les Clippers qui gagnent souvent quand Kawhi Leonard n'est pas là. 30 points pour Bogdan Bogdanovic, 24 points, 11 passes pour James Harden, 26 points, 14 rebonds pour Ivica Zubac. C'était le trio gagnant. Une victoire importante pour les Clippers qui font partie de ces équipes à la lutte, 6e place play-in et 5e défaite de suite de Miami. Ça commence à glisser méchamment pour Miami. C'est pas pour l'incriminer, l'accabler. Faudrait que je ressorte le message de Théo quand il était en vacances, où il nous dit, faudrait qu'on parle de Miami dans un podcast. C'est une équipe qui va, enfin pas qui va grimper, mais qui va être sur une bonne série en fin de saison. Enfin, il les voyait réussir une bonne fin de saison. J'ai peur qu'il l'aurait porté un petit peu l'œil, mais ouais, 5e défaite de suite. Nico Batum titulaire pour les Clippers, c'est un nouveau. Enfin, son petit match propre, 6 points de rebond de passe et de bonne séquence comme il sait faire. Les Clippers qui sont coachés, qui est le coach parce que du coup Tyronn Lue il a des problèmes de dos. Qui est-ce qui prend le relais du coup? Faudrait que je regarde. J'ai pas fait gaffe. Mais bref, juste pour signaler que Tyronn Lue n'est pas sur le banc des Clippers depuis 2-3 matchs en raison de problèmes de dos. J'ai trop envie de te faire une chaque et de te dire Chauncey Billups. Billups qui coach 4 équipes en même temps en NBA cette saison. C'est pour ça, en fait, c'est un vrai bon coach. C'est juste qu'il peut pas vraiment être partout, briller à ce point. Mais sinon, si on avait su depuis le début, je l'aurais pas critiqué à ce point, tout simplement. Toronto a battu Philadelphie 118-105. Et alors là, attention, Shai, c'est parti. Jared Roden. Oui, mais j'ai vu le match qu'il a fait. Oui, t'inquiète. Mais tu savais qui c'était? Non. Ah, merci. 25 points de Jared Roden. Connais pas. 25 points, 12 rebonds, 5 passes. Ensuite, il y a quand même Orlando Robinson et Aggie Lawson, on connaît, tu vois. J'en ai parlé d'Orlando Robinson, je sais que je l'aime bien. Mais je comprends que tout le monde ne puisse pas connaître pour le coup. Tu vois, les 28 points d'Aggie Lawson qui avait déjà mis 25 points dans le match d'avant. Là, il y a 25 points d'Orlando Robinson avec 12 rebonds, 6 passes. Voilà, ça, c'est le trio qui a porté les Raptors. Et je vous parle même pas de Colin Castleton. On connaît aussi, tu vois. Mais Colin Castleton, Jamison Battle, le rookie, bon, tu vois, c'est connu, mais c'est pas les joueurs les plus connus. Il y a des mecs là, si tu suis pas la NBA de très près, t'arrives, tu regardes l'équipe de Toronto, tu dis, oh là. Non, c'est clair. Puis on va pas se mentir, c'est pas l'équipe qu'on regarde le plus souvent. On tombe sur leur match, mais quand il y a en plus plein d'absents, c'est vraiment pas l'équipe qu'on a le plus envie de regarder. Ces mecs-là, c'est juste que quand tu suis un peu les matchs de préparation, la Summer League, tu retrouves ces noms-là. Tu vois parfois, machin a mis 47 points en G-League. Tu sais que ces mecs-là, c'est des two-way contracts en fait qui essaient de s'accrocher en NBA. Et moi j'aime bien ces mecs-là parce que parfois tu trouves des pépites, tu vois, les Grizzlies sont coutumiers du fait, il y a d'autres équipes, le Heat évidemment, et le Orlando Robinson, moi je suis sûr, je l'aime beaucoup, je le trouvais très bon avec Miami sur la Summer League et la pré-saison il y a 2 ans même déjà je pense. Je crois qu'il a été élu MVP d'une Summer League si je dis pas de bêtises. Bref, il faut faire ce travail de suivre les joueurs de l'ombre, les joueurs obscurs, voilà. Mais t'as tout à fait raison. Et dernier match, c'était la victoire d'Atlanta contre Charlotte, 123-110, 35 points, 12 passes pour Trae Young qui a mis 21 sur 21 au lancer. C'est ça le plus fou, en fait, il est maladroit dans le match. Il fait 7 sur 20. 7 sur 20, ouais. Mais
21 lancés, donc il met ses 35 points. Le banc des Hawks a été très performant, que ce soit George Niang, Caris LeVert, Terrence Mann. Du coup, victoire d'Atlanta, seulement 21 minutes pour Zaccharie Risacher. Ça continue de me gonfler cette histoire. Il fait 8 points, 4 rebonds. Il y a un truc, c'est que tu vois, n'importe quel premier choix de draft américain, je pense qu'il aurait eu un peu plus de temps de jeu. Là, c'est vraiment, on développe le jeune prospect français. Tu vois, c'est même pas si on peut même pas dire, ah bah tiens, il est pas bon. Enfin, soit, on peut pas dire qu'il est individuellement pas bon sur ses minutes. C'est pas vrai, il est plutôt bon, plutôt correct. Il fait une saison discrète à l'échelle de certains rookies, mais en fait, il est quand même plutôt bon dans le jeu, que ce soit en attaque comme en défense. J'ai vu même un journaliste des Hawks aller jusqu'à dire que c'était le meilleur rookie cette saison, mais que personne n'en parle. Je dirais pas que c'est le meilleur rookie, mais il est dans les 3-4 rookies qui jouent le mieux. Je vais le tourner comme ça. Par exemple, je sais que beaucoup de gens aiment Jalen Wells. Il y a eu une petite hype Jalen Wells. Bah moi, je continue de vous garantir, Jalen Wells, c'est pas extraordinaire en fait, tu vois, dans le jeu. Alors, c'est très adapté à la situation, mais c'est très adapté à Memphis. C'est le fit est hyper important. Très adapté dans la situation à Memphis, tu as tout à fait raison. Mais tu vois, c'est marrant pour deux joueurs qui ont des rôles ou des profils. Si on grossit le trait, ils sont similaires. Je préfère quand même largement Zaccharie Risacher que Jalen Wells. Après, Wells se coltine souvent les meilleurs attaquants adverses, etc. Ce que Risacher peut faire aussi par moment. Enfin bref, après il y a Dajen Daniel dans mais c'est pas si fréquent que le first pick qui tombe dans une équipe qui joue, qui peut jouer le play-in tout de suite et tout ça, ça peut compter aussi. Quand ton équipe elle est 14e et tu sais que tu peux le faire jouer 35 minutes et il va faire les stats et tout ça. Mais quand tu regardes les matchs d'Atlanta, tu te mets devant les matchs, pas juste parce que les box scores ils sont pas ultra flatteurs pour Risacher. Une fois de temps en temps, il va faire des grosses perfs, il remplit pas à mort les stats, mais sur le terrain, moi je trouve bien en fait. Sur 36 minutes, Zaccharie Risacher, il a des stats dignes d'une future star. J'exagère un peu, je force un peu le trait, mais forcément les box scores, tu as 8 points, 4 rebonds, ça enchante personne, mais il a joué 21 minutes en fait. Et je disais, donc individuellement sa production est pas mauvaise. Après bien sûr il a de l'irrégularité par moment en termes d'adresse, mais tu vois généralement il est quand même toujours autour de 11 à sa moyenne, 11-12 points. Et il n'y a pas que ça, il a très souvent un plus-minus positif. C'est lié au fait qu'il joue avec les starters. Attention, hein, je ne veux pas dire que Risacher a un impact phénoménal. C'est juste le plus-minus, c'est menteur parce que c'est aussi, ça dépend de qui, avec qui tu es annulé, avec qui tu es aligné, pardon. Et il joue avec les titulaires, donc ça aide. Mais tu vois, sur ces deux choses-là, tu te dis, bah, pourrait quand même passer un peu plus de temps sur le terrain. Après, voilà, les Hawks sont un bon banc. Il y a tu vois, Caris LeVert est aujourd'hui évidemment un meilleur joueur que Zaccharie Risacher. George Niang est un joueur qui va être plus prolifique que Zaccharie Risacher. Terrence Mann est, je pense, un meilleur défenseur, même peut-être un meilleur joueur, tout simplement, faut le dire comme ça. C'est des mecs qui ont 5 à 7 saisons dans les pattes. Exactement, qui ont plus d'années NBA. Et c'est juste, moi, ça me frustre un peu quand même, tu vois. C'est que la première saison, je pense pas que ça va rester comme ça. Il l'aime beaucoup en plus. Enfin, Snyder parle toujours de lui en bien. Trae Young, qui est le franchise player aussi. J'ai l'impression que c'est, ouais, il le ménage un peu et en même temps il veut peut-être pas le cramer, je sais pas. Je sais que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a plein qui trouvent que souvent avec les joueurs français, on en fait beaucoup. Il y en a je vous ai déjà vu parler de Risacher comme un bust et tout. Bon, je suis pas d'accord, je respecte cet avis, mais je pense pas que ce soit le cas. Et à mon avis, on va vite en saison 2, saison 3, surtout si les Hawks continuent d'être réguliers et de jouer au moins pour le play-in tous les ans. Je pense qu'on va se rendre compte que je dis pas que c'est un first pick incroyable. Évidemment, sur les dernières années, on a eu quelques extraterrestres, mais moi, je pense que ça va vraiment être un très 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 bon joueur. Et ça se voit pas forcément dans les box scores pour l'instant, mais moi j'y crois beaucoup. Ça va être intéressant d'ailleurs, effectivement, si jamais les Hawks arrivent à aller en playoff, il pourra jouer les playoffs dès sa première saison. Et pareil, je pense que c'est un joueur en playoff qui peut les aider. En fait, je trouve que sur plein d'aspects, Risacher, il est prêt, tu vois. C'est un pro, en fait, déjà. Mais contrairement à d'autres, il a joué des matchs pro ces dernières années avec ses clubs, ouais. Attends, je vais donner ses stats précises sur 36 minutes pour que ça parle un peu plus à tout le monde. Même si je sais qu'il n'y a aucun rookie qui joue vraiment 36 minutes, mais voilà, juste pour vous donner une petite idée, il serait à 17 points par match sur 36 minutes. Ouais, c'est et ces pourcentages ont vraiment remonté. Hein. Il est à 44% et 34% à 3 points. Il serait à 17 points, 5 rebonds sur 36 minutes. Après, son plus-minus reste négatif sur l'ensemble de la saison. Mais non, quand même. C'est quand même solide.
Juste petite stat sur Je Trae prends Young. Moussa. Ah, ok. Non, pas Moussa Diabaté. je, Pardon, vas-y. je pourrais, hein, mais non. Donc, si tu disais, il a fait 21 sur 21 sur la ligne. C'est le 6e joueur dans l'histoire de la NBA qui tire 21, au moins 21 lancés, qui n'en rate aucun. Donc, c'est être un free throw merchant, comme ils disent. C'est un métier, mais encore faut-il les mettre derrière. C'est un métier, c'est très beau. J'avais bien vu. Effectivement. Et alors, le petit point Moussa Diabaté, je le fais quand même. Il n'a pas joué beaucoup. 12 minutes, 2 points, 5 rebonds, 2 passes. Je ne dirais rien. Moi, je veux le voir plus que sur 12 minutes encore. Mais Oui, puisque je comprends pas en plus, c'est que Yusuf Nurkic, il joue plus beaucoup non plus. Donc, à un moment. Parce que C'est vrai. c'est le genre de joueur, il fait trop gagner. C'est pour ça, il a un impact trop positif et le coach a des consignes. Donc voilà. C'est possible. Allez, on va. Non, on voulait peut-être juste un petit point quand même sur le décès d'Olivier Miller. Oliver Miller. Ouais, malheureusement, ouais, Oliver Miller. Bah, je pense que tous les gens qu'on connu les années 90 se rappellent d'Oliver Miller parce que il y avait ce physique atypique. Si vous avez connu que Big Baby Glenn Davis, c'est une pâle copie d'Oliver Miller qui faisait plus de 150 kilos à l'intérieur enfin, ce qu'on a surtout connu aux Suns avec l'équipe qui était allée en finale. C'était un peu le protégé de Charles Barkley. Malheureusement, il est décédé hier des suites d'un cancer. Et ouais, c'est le genre de joueur iconique qui a pas des stats exceptionnelles, qui a pas fait 1 million de saisons très marquantes, mais par contre, je pense que tout le monde se souvient, tout le monde se souvient de lui. C'est un mec qui a mis que 4 paniers à 3 points dans sa vie, mais 3 le même soir. Ça avait beaucoup à l'époque fait parler, un peu comme Manu Tebol quand il avait pris tous ses tirs dans le même match là. Et donc ouais, malheureusement, il est décédé des suites d'une maladie. Il était très discret ces dernières années. Il a vu une reconversion un peu. On l'avait mis dans les reconversions étonnantes quand on avait fait un article dessus. Il était devenu vendeur de voitures dans la concession d'un autre ancien joueur dont j'ai oublié le nom, mais qui était moins connu que lui. Mais voilà. Donc toutes nos condoléances à la famille d'Oliver Miller, joueur marquant. Aussi dans les jeux vidéo que j'aimais tant à l'époque, dans les NBA Live et compagnie, c'était des bons moments avec Oliver Miller. Yes, bah écoute, Chai, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouve demain pour un nouveau CQFR, évidemment. Le replay de la Late Session sera disponible sur la chaîne Basket Session cet après-midi. D'ici là, bah écoutez, bonne journée à tous. Ciao, bonne journée.